Donc petit exo de probabilité dont je vais me servir encore une fois pour inviter à la réflexion. Et c'est un classique de concours. C'est un classique qu'on retrouve aisément à Écricom, à l'EDEC, guidé par des questions intermédiaires. De mon côté, j'ai retiré les questions intermédiaires et on va les traiter tranquillement. Et Vince qui donne tout de suite des conjectures qui sont tout à fait raisonnables, d'avoir du contrôle, hein, d'accord ? On n'est pas obligé de chercher à résoudre l'exercice dans un premier temps, et d'autant plus qu'il n'est pas guidé. Donc ici, on a des jeux qui sont réalisés. Donc A et B, ils ont un tas de pièces d'or chacun. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque manche, en fonction du jeu, le perdant, il donne une pièce d'or au vainqueur. Et donc, il va y avoir en fait des échanges de pièces d'or. Et en fait, le jeu s'arrête quand il y a un des joueurs qui n'a plus aucune pièce d'or. Donc on peut peut-être dessiner un tout petit peu un exemple pour voir ce qui pourrait se passer. On pourrait même parler de simulation en Python, de ce genre de choses-là. C'est l'horreur hein, qui arrive. Attendez, j'ai un petit problème. Non, ça y est, c'est revenu. Très bien. Donc on pourrait imaginer en fait une évolution. Donc en Python, peut-être qu'on pourrait faire une liste, d'accord ? On pourrait... J'essaie de faire peur. Hein. Je prononce le mot Python pour... C'est comme, vous savez, quand on a les allergies, il y a la désensibilisation, je crois que ça s'appelle comme ça. Là, c'est pareil. Donc je parle d'algorithmes, de boucles, etc. Donc on pourrait imaginer que A, il a 5 pièces d'or et que B, il en a 2, disons. Voilà. Ils font un petit jeu. Et du coup, on va dire que le premier joueur perd une pièce d'or. Donc ça va passer à 4-3, d'accord ? Comme ça. Après, on peut imaginer que le joueur A récupère sa pièce d'or. Donc on repasse à 5-2. Puis après, on va imaginer que le joueur A gagne encore. Donc il prend une pièce d'or à B. Maintenant, on passe à 6-1. Et ensuite, on termine, parce que on va dire que le joueur A gagne encore, et on passe à 7-0. Le joueur A a donc récupéré la totalité des pièces d'or disponibles. Le joueur B est ruiné. Et c'est la fin de la partie. Et donc, là, on aurait une réalisation de l'événement. Le jeu s'achève par la ruine du joueur A. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. D'accord ? On me dit, ouais, les exercices sont peut-être trop difficiles. Non, ça, c'est pas difficile. Ça, c'est accessible pour tout le monde. Le fait de se dire, je commence à traiter un exercice qui n'est pas guidé ou qui est insuffisamment guidé à mon goût, et ça va dépendre de mon niveau en mathématiques. Et ce que je fais pour remédier à ce mal, c'est que je produis tout de suite un exemple visuel de ce qui peut se passer. Donc voilà. Donc je pourrais même l'agrémenter. Hein. Je pourrais dire que là, c'est A qui a gagné. Là, je pourrais dire que c'est le joueur B qui a gagné. Là, je pourrais dire que c'est le joueur A qui a gagné. Et là, je pourrais dire que c'est encore le joueur A qui a gagné. Et là, je comprends un peu ce qui se passe. Maintenant, on va revenir aux conjectures de Vince. A dit... Donc, Vince, il dit si A égale 0, donc si le joueur A commence 100 pièces d'or, il est certain que le jeu s'achève par la ruine du joueur A. Donc, on a un contrôle ici. Pour A égale 0, c'est un cas trivial, on sait faire. Ensuite, de l'autre côté, si B égale 0, c'est-à-dire que le deuxième joueur n'a pas de pièce d'or. C'est-à-dire qu'on est directement au dernier endroit. A gagne à tous les coups. Donc la probabilité que le jeu s'achève par la ruine du joueur A, c'est 0. Et enfin, si A égale B, on ne peut pas démontrer, mais on sent qu'il y a à peu près une chance sur 2, parce qu'il y a une symétrie dans la situation. C'est-à-dire que s'ils commencent tous les deux avec 3 pièces d'or, c'est compliqué de voir ce qui va se passer, mais normalement, on devrait avoir une chance sur 2 de gagner. Enfin, je veux dire, par symétrie de la situation, ça doit marcher. Alors Gabriel qui propose de faire un arbre. Alors effectivement, on pourrait tenter le coup, d'accord ? Alors il faudrait voir comment on représente les choses, mais ça pourrait valoir le coup de voir comment la situation pourrait être représentée. Alors, faisons-nous peur un peu. Je vais guider la situation, je vais poser une question très étrange. Pourquoi, à votre avis, il est inutile de représenter la situation à un moment donné par une liste à 2 éléments ? Qu'est-ce qui, dans l'expérience, me dit qu'a priori, une liste de 2 éléments, c'est superflu. D'accord ? C'est très descriptif, mais on peut être plus économe. Essayez de réfléchir à ça. Ça, c'est des questions qui peuvent être posées, hein, typiquement en informatique. C'est pas virtuose. C'est juste pourquoi une liste qui contient 2 nombres, c'est superflu. Pour représenter la situation en intégralité. Réfléchir, il suffit d'avoir les pièces de A. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui est à fortune fixe. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de perte. Si on considère le total, le capital dont disposent A et B, ici, ça vaut toujours 7.
quoi qu'il arrive. Donc, ici, vous avez cette pièce. Donc, si je vous dis que A a 5 pièces, c'est sûr que l'autre joueur en a 2. Si je vous dis que A a 4 pièces, c'est sûr que l'autre joueur en a 3. Donc, en fait, j'ai pas besoin de me taper des listes encore. En fait, je peux juste regarder le capital du joueur A. Donc, ici, on pourrait faire, en fait, un espèce d'arbre. Donc, proposer Gabriel. On va dire que le joueur A, au début, il a petit A pièces. Et puis, ça s'ouvre instantanément en 2 branches équipondérées. Donc ici, je vais me permettre de ne pas les pondérer, c'est juste un demi, d'accord? Puisque c'est chacun a autant de choses de gagner que l'autre dans chacun des jeux qu'ils appellent comme ça. Donc c'est un demi partout, donc je ne vais pas noter. C'est toujours équiprobable. Donc on va passer de A-1 ici à A+1 ici. Alors en fait, il s'avère que ça pourrait déjà s'arrêter là, hein, parce que si A vaut 1, c'est terminé à cet endroit-là. Mais après, on va ouvrir à nouveau en 2 coups. Ici, donc j'aurai... pourquoi ça ne marche pas? Voilà, comme ça. J'arrive toujours pas à faire des traits obliques en épais, mais bon, peu importe. Ça s'ouvre encore en 2. Et donc ici, ça pourrait être en cas de perte A-2. On pourrait revenir au capital A. Ici, en cas de perte, on serait encore à A. Et ici, le capital, ça serait éventuellement A+2. Donc là, en bas, c'est la route de la fortune. Et en haut, c'est la route de la ruine. Et puis, ça continuerait comme ça, allègrement, avec un arbre binaire, en fait, où à chaque fois, ça se sépare en 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, effectivement, on se retrouve dans un schéma où il y a trop de cas, d'accord? Il y a trop de branches. C'est-à-dire que là, le fait de se dire, bon, bah écoute, c'est très simple, je vais te dessiner toutes les branches jusqu'à obtenir des zéros partout. Et puis, quand j'aurai terminé, bah, j'utiliserai la formule des probas totales. Et puis voilà, j'aurai une belle somme, quoi. Ouais, mais ça va être tendu, en fait. Alors, c'est possible de le faire. Hein. Je pense que c'est possible de le faire. Je pense que si vous voulez vous amuser, c'est très technique, mais ça marche. Hein. Enfin, ça devrait pouvoir marcher avec des sommes de sommes. Enfin, ça serait l'horreur, mais je suppose que c'est faisable. Alors, est-ce que vous vous rappelez, pour les gens qui ont assisté au dernier live, de ce qu'on fait dans un cas d'arbre où il y a beaucoup de branches qui se succèdent comme ça? Est-ce que vous vous rappelez là où on peut se concentrer pour essayer de faire fonctionner les choses? Parce que là, l'arbre intégral, j'y arriverai pas. Je peux te faire une représentation à la Markov. C'était joli, et si ça t'a plu, je vais pas te laisser dans le décor avec chaîne de Markov. Regarde la chaîne. Ici, t'aurais un sommet, par exemple le sommet 1. Tu vois, c'est le capital du joueur A, par exemple. Et en fait, t'aurais une chance sur 2 de te retrouver ici. Donc, il aurait une chance sur 2 de perdre et de se retrouver avec un capital 0. Et tu pourrais imaginer en fait que là c'est un état stationnaire, tu vois. On va dire la partie s'arrête pas en fait. On va dire il est ruiné. Donc en fait on serait bloqué si tu veux ici. Ici on aurait un demi. Et puis après tu vois t'aurais une chance sur 2 de gagner une pièce. Donc c'est-à-dire d'atterrir à 2 pièces. Mais t'aurais aussi une chance sur 2 de revenir dans l'autre sens. Tu vois comme ça. Et puis tu continuerais ici dans une espèce de chaîne de Markov avec une infinité d'états. Parce qu'en fait, ce petit jeu peut continuer jusqu'à très très longtemps. Alors ça va se faire bloquer en fait. C'est pas une chaîne de Markov infinie en fait. Ça serait une chaîne de Markov avec de taille A plus B en fait, si je dis pas n'importe quoi, ou un tout petit peu plus, A plus B plus 1, quelque chose comme ça. Donc en fait, on pourrait sûrement le traiter matriciellement. Donc là encore, pour les costauds, éclatez-vous, vous allez voir une belle matrice avec beaucoup de zéros, et puis vous la diagonalisez, où vous trouvez un vecteur propre associé à la valeur propre 1, et puis vous dites que c'est l'état stationnaire. Gromploof, qui demande de se concentrer juste sur les branches extérieures, car on ne demande pas au bout de combien de parties le jeu s'arrête. En fait, le problème, si tu veux, c'est que on va pouvoir atterrir à la ruine par la route la plus rapide vers la ruine, mais on peut aussi atterrir à la ruine par beaucoup de A à -1, A à -1, A à -1, A à -1, et après la ruine. Donc en fait, la ruine peut intervenir n'importe où. C'est-à-dire qu'en fait, A, il peut être à 2 doigts de gagner la partie, c'est-à-dire que B peut avoir une seule pièce d'or, et après ruiner. Donc on va pas pouvoir ignorer des branches. En fait, toute branche qui n'atterrit pas à la ruine de B est potentiellement une branche qui mène à la ruine de A, tu vois. Donc là, je vais guider, d'accord? Le but, c'est pas du tout de faire des choses virtuoses. En fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va se consacrer à une étape. Donc c'est souvent soit la première, soit la dernière, et on va essayer d'utiliser la formule des probas totales. Parce que c'est un jeu qui est répétitif. Et finalement, ce qu'on peut se dire ici, donc c'est l'idée qui sera proposée dans les sujets, mais j'essaie de l'expliquer pour qu'on puisse l'interpréter. Ce qui se passe ici, c'est que quand on sera là,
tout se passe finalement comme si le jeu recommençait avec un capital un peu différent, d'accord? Donc c'est ça l'idée. En fait, on va se dire, bon, on va faire un seul premier tirage, et en fait, à l'issue de ça, on va se dire, finalement, c'est un peu comme si on recommençait à partir de zéro. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça qui atterrit souvent et qui est assez mal rédigé par les candidats. Et pourtant, ça atterrit dans les épreuves du top 5, donc je vais essayer de démontrer ce genre de truc-là. Mais voilà, il y a toujours, effectivement, des formules des probas totales pour arriver à se ramener à un cas avec une étape d'avant. Quelque chose comme ça. Donc ici, on va se lancer allègrement, d'accord? Ça serait guidé en utilisant la formule des probabilités totales pour distinguer le résultat du premier jeu, faire quelque chose. Voilà. Et on va supposer aussi, on va s'arranger avec les valeurs, parce que j'ai pas du tout envie de traiter des cas de bord. L'exercice est déjà largement assez complexe comme ça. Vous traiterez les petits cas chez vous. On va supposer que A, il a au moins 2 pièces d'or. On va dire que c'est compatible avec l'accord pluriel qu'il y a là. Et on va dire que B, il a aussi au moins 2 pièces d'or. Et on va faire que ça, d'accord? On va pas s'embêter. Donc allons-y, faisons ça. Donc on va essayer de... Donc déjà, je vais donner un nom. La probabilité que le jeu s'achève par la ruine du jour A. Donc on va dire, notons grand R, l'événement. Je vais noter, hop, fin de recherche. Notons grand R, l'événement. Le jeu s'achève par la ruine de A. Le jeu s'achève par la ruine de A. Je pourrais essayer de faire la matrice tout à l'heure, si vous m'y faites penser. Du coup, je vais mettre le guillemet là. Bon, tant pis, j'ai débordé. Et donc, du coup, je vous propose de distinguer aussi le résultat de la première partie. Donc ici, je vais noter G. Et en fait, on va noter G seulement pour distinguer, en fait, est-ce que le joueur A il gagne la première partie ou pas. Donc, on va noter G, le joueur A gagne le premier jeu. Enfin, gagne la première partie. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je vais dire gagne la première partie. C'est-à-dire qu'il joue au dé, il gagne la première partie. Première partie. Et donc, du coup, si on vous dit d'appliquer la formule des probabilités totales en distinguant le résultat possible de la première expérience, donc ça veut dire qu'en fait, on veut que vous arriviez à mobiliser les formules de proba qui sont associées à ce premier embranchement. Ce que je veux dire, c'est que G et G bar est un système complet d'événements. Donc, je veux dire ainsi. Je veux dire que G bar est un système complet d'événements, et je vais appliquer la formule des probas totales comme on me demanderait de le faire dans une épreuve écrite. Donc c'est parti. Je vais l'écrire. Est un système complet d'événements. Ou partition de l'univers en fonction donc c'est long à écrire, c'est très pénible. Et donc, mais je vais l'écrire. Je vais écrire que ça me permet d'appliquer la formule des probabilités totales. J'aurais même pu dire que c'est un système complet d'événements de probabilité non nulle, puisque c'est 1,5 à chaque fois. Ça aurait été plus complet. Je vais pas le faire. Tant pis. Je vais dire d'après la formule des probabilités totales. Allez, on y croit. Plus que 3 mots. Plus que 2 mots. Plus qu'un mot. Et c'est fini. Comme une prise de sang, en fait. On vous dit, voilà, ça va faire mal un peu, et après c'est terminé. C'est terminé, monsieur. D'après la formule des probabilités totales... Oh, l'accord pluriel. La formule des probabilités totales, je veux dire que la probabilité que le jeu s'achève par la ruine de A, c'est la probabilité qui gagne la première partie, ce petit joueur A, puis que malgré ce gain initial, il soit ruiné, donc le fait qu'il soit ruiné malgré le fait d'avoir gagné la première partie, plus la probabilité qu'il perde la première partie, et que la malchance perdure, c'est-à-dire qu'il soit ruiné à la fin, sachant qu'il a perdu la première partie. Voilà l'idée. Donc, à partir de là, on va nous demander d'en déduire une relation de récurrence sur la suite, ou des choses étranges. D'accord ? Et donc, on va devoir
peaufiner nos notations, et on va le faire après. On va juste essayer déjà d'exploiter les informations en place. Donc ici, la seule chose que je peux faire de raisonnable, c'est remplacer P2G et P2G bar par 1,5, parce que le jeu précise, et c'était marqué tout là-haut, que chacun a autant de chances de gagner que l'autre. Donc je vais ici remplacer les PG par 1,5, et puis ça va s'arrêter là. Donc j'aurai 1,5 ici de PG de R, plus 1,5 de PG bar de R. P de R sachant G bar, c'est mieux dit. Et donc là, c'est un point délicat. C'est là que les choses se jouent, parce que l'argument qui est attendu de la part des étudiants, donc ça, tout le monde le fait. Parce que l'énoncé est détaillé. On vous dit, appliquez ici la formule des probas totales. Bon, il y a bien des gens qui vont oublier que le formule a une hypothèse, le système complet d'événements, mais en général, ça se passe bien. En général, PG égale PG bar, on pourrait justifier par équiprobabilité des gains dans les parties de A et B. Ok, très bien, très bien, très bien. Mais après, c'est là que ça se corse. En fait, on va vous demander d'interpréter ça. Qu'est-ce que ça représente, en fait, dans l'absolu, P de R, ça changeait, et P de R, ça change G bar. Et en fait, il faut arriver à faire des phrases avec tout se passe comme si... Et c'est là qu'il faut forcer. Alors, essayez de me dire... Parce que regardez sur l'arbre, en fait. Imaginez que A, il gagne sa première partie. C'est-à-dire que désormais, il a A plus une pièce, et que B, il a B moins une pièce. Et en fait, on pourrait imaginer, l'espace d'un instant, que ça a toujours été. On pourrait imaginer que A, il a A plus une pièce, et que B, il a B moins une pièce. Moi, je viens d'arriver dans la salle, en fait. Je viens de débouler. En fait, ils ont joué une première partie. Moi, je sais pas qu'ils ont joué une première partie. J'arrive, je déboule, et je vois que grand A, il a A moins une pièce, et que grand B, il a B moins une pièce. J'ai A plus une d'un côté, B moins une de l'autre. Voilà, Réventir, pour moi, tout se passe comme si, en fait, il venait de commencer à jouer, sauf qu'en fait, il y a une pièce de plus pour le joueur A et une pièce en moins pour le joueur B. Donc en fait, si tu veux, je m'aperçois là que l'événement que j'ai introduit, le jeu s'achève par la ruine de A, il faudrait ici que je le complexifie un tout petit peu, parce qu'en fait, j'aimerais bien dire, par exemple, on pourrait l'indexer ici peut-être par petit a, et je pourrais dire c'est le jeu s'achève par la ruine de A. Alors je vais pas mettre sachant, mais A possède initialement petit a pièce, et le jeu s'achève par sa propre ruine. Et tu vois, si je fais ça, alors dans ce cas-là, je pourrais interpréter P de R ça changeait, et P de R ça changeait bar. Donc je vais le faire. Mais en fait ici, il faut vraiment se dire, et ça c'est dans tous les exercices de ce genre-là, c'est qu'en fait on joue une partie, et on se dit finalement, une fois qu'on l'a joué, tout se passe un peu comme si on venait d'arriver, mais les paramètres initiaux ont changé. C'est ça l'idée, en fait. J'essaie juste de remettre tout le monde dans le flow, désolé pour l'interruption, mais c'était un renseignement qui peut être utile à tout le monde, donc j'en ai parlé. Quand on a des expériences complexes, il arrive très souvent qu'on distingue soit le résultat de la première expérience, soit le résultat de la dernière expérience. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, on se dit finalement, tout se passe comme si l'expérience venait de commencer, ou tout se passe comme si on avait fait seulement un tirage, sauf que certains paramètres sont ajustés. Justement, on va paramétrer. Donc, je vais complexifier ici. Je ne vais pas noter seulement R, le jeu s'achève par la ruine de A. On va faire mieux que ça. Je vais dire, notons, ici, pour tout A, dans N étoiles, ou dans N, on pourrait faire, d'accord ? On va généraliser. On va faire pour tout A dans N. On va noter plutôt RA, R indice petit a. Ça va être un événement un tout petit peu plus précis que ce que j'ai fait. Je vais dire que ça veut dire cet événement, c'est grand A possède initialement, je pense que c'est acceptable, grand A possède initialement petit a pièce, et le jeu s'achève par sa ruine. Et là, ça va être très joli. Parce que maintenant, on va pouvoir manœuvrer. Et là encore, cet événement serait introduit dans l'énoncé, mais on l'a fait émerger par une réflexion, et je trouve ça toujours bien plus préférable que de se faire balloter au gré du vent par petit a, petit b, etc., etc. Je déteste ça. Donc on va faire ça.
Je vais baisser ça et je vais réinterpréter à présent, cette égalité qu'on a là. Donc en fait, ce qu'on avait obtenu tout à l'heure, c'est que finalement, pour tout A dans n, alors cette fois je vais faire pour tout A dans n étoiles, parce qu'en fait on va atterrir à 1 de moins. Je vais dire la probabilité de ruine du jour A, sachant qu'il a initialement A pièces, finalement c'est 1/2 de... Donc cette proba, ça veut dire qu'il a gagné sa première partie, donc ça veut dire que là tout se passe comme si le jeu recommençait avec A plus 1 pièce. Donc je vais avoir 1/2, donc là c'est le passage difficile, probabilité qu'il se ruine, sachant qu'il avait initialement A plus 1 pièce, plus 1/2 fois la probabilité qu'il se ruine, sachant qu'il a perdu la première partie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que A moins 1 pièce. Donc ça, c'est le passage le plus difficile, et rassurez-vous, si vous n'y arrivez pas, ça sera très souvent dans l'énoncé. Parce que là, il va être question d'en déduire une expression explicite de P de RA. Donc là, mini période de recherche. Pourquoi pourriez-vous vous rattraper? Que vous ayez réussi ou raté ce qui s'est passé, on pourra toujours faire le en déduire. Réfléchissez à ça. Moi, je vais juste reprononcer ici la phrase qui est très importante. En fait, comment j'explique que cette probabilité, c'est exactement celle-là. Il faudrait que je fasse une phrase à la physicienne avec un « tout se passe comme si », d'accord? Donc, je pourrais dire, en fait, dire que le jeu s'achève par la ruine de A, sachant qu'il a gagné la première partie. Je pourrais dire que dans cette expérience, tout se passe comme si, finalement, le jeu venait de commencer avec une pièce de plus pour le joueur A. Et je peux dire que ça veut dire que ces deux probabilités-là sont égales. Et je dirais de même, cette probabilité conditionnelle, en fait, je pourrais dire que tout se passe comme si le jeu venait de commencer, mais avec grand A qui a une pièce de moins. Ça serait ça l'idée générale. Et donc voilà, Réventir une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Donc là, on est choqué, on se dit, mais tiens, c'est marrant, il y a le terme, le prédécesseur, encore le prédécesseur, donc il y a 3 indices différents qui sont consécutifs, et puis une belle petite relation avec des combinaisons linéaires ici. C'est effectivement, je reconnais une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Donc dans la dernière interro que j'ai posée à mes élèves, il y en avait une qui était issue de matrice, qui était sortie de nulle part, et on pouvait traiter la question, c'est toujours indépendant. Là, c'est exactement pareil dans un raisonnement en termes de probabilité. Peut-être qu'on n'a pas exactement compris ce qui s'était passé, mais c'est pas grave. On a une suite récurrente linéaire d'ordre 2, et donc on y va, comme dans un tacle, les 2 pieds décollés. On y va gaiement, sans égard pour quoi que ce soit. Donc on va juste introduire des notations sympas. Je vais dire, notons, parce que j'ai pas envie de me traîner ça, notons, pour tout n dans n, notons pour tout n dans n étoiles, non, pour tout n dans n, je vais noter un, d'accord, on va pas s'embêter, allez, pn, on va être thématique, on va noter pn, qui est la probabilité, je vais revenir à un indice n, parce que j'ai pas envie de m'embrouiller, et je vais dire que c'est la probabilité de Rn, comme ça. Donc je vais dire, d'après ce qui précède, donc je vais revenir en fait à une expression que j'ai l'habitude de manipuler, et ça c'est quelque chose que je fais aussi sans aucune honte. Hein. Pour ne pas me planter dans le calcul, je reviens à des notations dont j'ai l'habitude. J'ai pas envie de me traîner ça dans les calculs. Donc d'après ce qui précède, je vais dire que quel que soit n dans n étoiles, ce terme-là, je vais le laisser là où il est. J'ai tout multiplié par 2 mentalement. Donc ici, je vais avoir exactement P n plus 1. Ensuite, ça, je vais le laisser là où il est. J'ai tout multiplié par 2 mentalement. Donc ça sera mon Pn ici. 2 Pn, pardon, j'ai multiplié par 2. Je dis que je multiplie par 2, je multiplie pas par 2. C'est très mal. Et ensuite, ce terme-là va passer à gauche, de l'autre côté. Donc il va y avoir un signe moins. Et je multiplie par 2. Donc ça va faire moins P n plus 1. n moins 1, pardon. Voilà. Ça y est. Donc là, je reviendrai au P de Rn plus tard. Hein. Là, on va se concentrer sur cette suite récurrente linéaire d'ordre 2. Et donc là, je vais reformuler ça. Je vais dire ce qui équivaut à
Et donc je vais faire un changement d'indice, parce que c'est une collection d'assertions qui dépendent toutes de n dans n étoiles, donc on part de 1. Mais les indices, ils sont un peu dans un ordre que j'aime pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais descendre le compteur à l'intérieur ici, quel que soit n dans n seulement. Non, pas étoile, justement. Et je vais augmenter le compteur ici. Ma première information, par exemple, elle me dit que P2, c'est 2P1 moins P0. Eh bien, ici, je vais dire P2, donc ici, pour n égale 0, ça serait Pn plus 2, du coup. N égale 0, ça fera bien 2. Et je vais faire passer ce terme à gauche, comme j'ai l'habitude de faire, moins, du coup, ce truc-là, 2Pn plus 1, du coup, puisque j'ai augmenté l'indice. Et puis j'ai plus Pn, qui vaut 0. Voilà. Donc là, petit à petit, au fil des notations, j'ai allégé les notations, je me suis aperçu que j'avais une suite récurrente linéaire d'ordre 2, et j'ai fait un petit changement d'indice ici, pour me ramener, et j'ai tout passé à gauche en même temps. Ici, c'est un décalage d'indices. Donc les décalages d'indices, on les trouve dans les sommes, certes, dans les produits, certes, mais dans les boucles for aussi, en programmation, en Python, et aussi potentiellement dans la manipulation directe d'assertions logiques qui sont qui sont introduites par des quantificateurs universels où j'ai une collection d'entiers. C'est tout à fait possible de faire ça. Et donc là, modèle de rédaction, je reviens, en fait, je reboucle sur ce que j'ai dit en introduction de ce live, sur le fait qu'il faut avoir ici en tête un modèle de rédaction pour ne pas réinventer les roues, et surtout pour ne pas écrire n'importe quoi. Donc je vais dire ainsi, je vais dire que la suite Pn, donc je vais la noter par exemple en vert, comme tout à l'heure, la suite Pn, ça c'est une suite, donc je peux déjà écrire est une suite, mais mieux que ça, c'est une suite récurrente linéaire double. Et là c'est parti, suite récurrente linéaire double, ou d'ordre 2, comme vous voulez. Point. Je vais dire, considérons donc, alors moi je propose ce modèle de rédaction, mais vous faites absolument comme vous voulez. Moi, de mon côté, j'écris, considérons donc un couple lambda et mu dans R2, tel que. Et donc ce couple, il a le mérite de valoir pour tout n, donc en fait tel que, quel que soit n dans n, et j'ai oublié l'équation caractéristique de la récurrence linéaire. C'est terrible. Est-ce que je réécris ? La réponse est non. Là, la fatigue est trop grande. Donc ainsi, Pn est une suite récurrente linéaire double, et là, il faudrait que je dise d'équation caractéristique x carré moins 2x plus 1 égale 0, c'est l'équation caractéristique de la récurrence linéaire, et j'intercalerai en fait entre le égal 0, je mettrai d'équation caractéristique x carré moins 2x plus 1, tout de suite identité remarquable, x moins 1, le tout au carré égale 0, et je dirais dont l'unique racine est 1. Et donc ça me permettrait justement de considérer ce couple lambda et mu dans R2, tel que quel que soit n dans n, et je vais me décaler à gauche du coup parce que j'ai fait des dégâts à droite. C'est l'application du théorème du cours, rédigé comme votre professeur fait, hein, pour les gens qui ne sont pas avec moi. Quel que soit n dans n, Pn, ça vaut, et là c'est la formule quand le discriminant est nul, en fait ça va faire lambda plus n mu, si vous voulez. Et du coup, comme la seule racine c'est 1, ben en fait ça fait 1 puissance n, si vous voulez. Mais du coup ça fait lambda plus mu n. Lambda plus n mu. Voilà. Et je vais dire dont l'existence et l'unicité sont assurées, etc. Dont l'existence et l'unicité est assurée par propriété. On va abréger comme ça. Dont l'existence, je parle de l'existence de ce couple, hein, ici. Dont l'existence et l'unicité sont assurées par propriété. Voilà. Donc, que fait-on à partir de là ?
Donc pour les gens qui se raccrochent, donc oubliez complètement les probas, dites-vous que vous êtes sauvés, maintenant on est sur des suites, ça y est c'est fini les probas, c'était juste un mauvais cauchemar. On a fait une formule des probas totales, on a interprété des probas conditionnels comme des vrais probas, parce que finalement on se dit ouais tout se passe comme si finalement c'était la même chose, mais A commence avec une pièce en moins, une pièce en plus, et paf, une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Et donc là j'ai commencé à mettre en place le modèle de rédaction d'une suite récurrente linéaire double, en oubliant la moitié des phrases, mais bon, peu importe. Pn est une suite récurrente linéaire double, d'équation caractéristique x carré moins 2x plus 1 égale x moins 1 carré égale 0, et donc on considère, etc., etc. Donc, il y a plusieurs manières de faire à partir de là. Alors, ouais Vince, voilà, t'as trouvé. Ouais, c'est la bonne réponse. Donc ce qu'on fait à partir de là, en général, c'est qu'on va composer avec les premiers termes. Alors moi, je veux bien remplacer, par exemple, n par 0, ici. Je pourrais trouver P0, ça ferait du coup directement lambda. Je pourrais dire que P1, ça fait lambda plus mu. Je pourrais dire que P2, ça fait lambda plus 2 mu. Mais la grande question, c'est il faut que je les connaisse, P0, P1, P2, P3. Et c'est pas gagné, hein. Si je vous dis P1, P1, c'est la probabilité que le joueur A se ruine quand il commence avec une seule pièce. Mais je l'ai pas calculé, ça proba, donc je l'ai pas. Donc qu'est-ce que j'ai pas? Donc, sachant que RA, c'est le joueur arrive à se ruiner avec petit a pièce au tout début. S'il a 0 pièce, et ça on l'a dit au tout début, alors il faut remonter, hein, on a dit si A égale 0, grand A ne possède aucune pièce, donc il est instantanément ruiné, et donc P de 0 égale 1. Vince, du coup tu m'as dit P0 égale 0, mais il y a une embrouille là-dedans. P0 égale 1. Si A commence avec petit a égale 0 pièce d'or, il est instantanément ruiné. Donc on va pouvoir exploiter allègrement P0. Donc je vais dire OR. Et donc là on est parti. Je vais dire P de 0 égale 1. Parce que le joueur A est instantanément ruiné. Et ça c'est égal à lambda plus 0 fois mu. Et ça fait donc lambda. Donc lambda égale 1. Ça, c'est bon. Et maintenant, on peut se demander quelle autre probabilité est facile à calculer. Ah, ok, c'est bon. Et donc, on peut se demander quelle autre probabilité est facile à calculer. Et donc, effectivement, on pourrait se dire, la probabilité qui est très facile à calculer, c'est pas le fait qu'il se ruine instantanément, c'est qu'il dispose directement de toutes les pièces d'or. Si grand A possède tout de suite toutes les pièces d'or, du coup, il gagne à coup sûr, et donc il n'y a aucune chance qu'il se ruine. Donc ça, c'est ma première équation. Et je vais dire de plus. Si je regarde ce que vaut P de A plus B, égale 1, je vais dire, puisque... Et là, je justifie en français. Puisque si grand A commence avec toutes les pièces d'or, donc ici, je vais mettre avec toutes les pièces d'or. Il n'a aucune chance. Je veux dire, s'il commence avec toutes les pièces d'or, il est sûr de gagner, quoi. Voilà. Il est certain, on va faire un vocabulaire de probabiliste, il est certain de gagner. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On va poursuivre, mais quand j'atterris à cet endroit-là, dans ma suite récurrente linéaire d'ordre 2, souvent on dit, on détermine lambda et mu avec les premiers termes. Si vous avez les premiers termes de la suite, bien sûr que vous allez faire ça. Mais ici, on est dans un exercice de probabilité où les termes qui sont connus, c'est pas les premiers termes. Les termes qui sont connus, c'est le cas où grand A commence sans pièces, auquel cas il a tout de suite perdu. Et c'est le cas où grand A, il a toutes les pièces, et du coup, il a tout de suite gagné. Et donc, on va se débrouiller avec ça. Donc, on a déjà lambda qui vaut 1. Et donc, je vais dire ainsi. Je vais dire que... qu'est-ce qui se passe? Je veux dire que P... J'ai peut-être fait une coquille, mais on la verra un peu plus tard. Ah, pardon. Ok, mais je suis tombé dans la même que toi. Tu vois, j'ai fait la même bêtise. Il est sûr de gagner, donc il n'y a aucune chance. J'ai mis il est certain, probabilité égale à 1. Ici,
il est sûr de gagner, donc il n'y a aucune chance qu'il se ruine. Merci, super. Donc P de A plus B, ça fait 0, et ça fait aussi, si on regarde ici, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut lambda, donc qui vaut 1, donc je vais tout de suite mettre 1, d'ailleurs ça sert à rien de mettre lambda, on sait que lambda égale 1 depuis ici, ça fait 1 plus A plus B fois mu. Et donc, ça me permet d'obtenir mu, puisque mu, ça fait moins 1 sur A plus B. Et donc, on a réussi à récupérer les coefficients de la suite récurrente linéaire d'ordre 2, et donc je vais pouvoir recopier ce truc-là avec les valeurs de lambda et mu à partir de là. Donc je vais dire, on en déduit ceci, on en déduit que quel que soit n dans grand N, on en déduit que la probabilité que le joueur grand A se ruine, sachant qu'il a initialement n pièces d'or, c'est 1 moins n sur A plus B. Voilà ce truc-là. Alors, on pourrait aussi le simplifier, cette expression-là. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on cherche, nous? Mais en fait, on va revenir maintenant, enfin, maintenant, on est dans le luxe. Nous, ce qu'on cherche, bon, on a ça pour tout n. Mais en fait... Alors, est-ce qu'on a ça pour tout n ou pour tout n dans n étoiles, déjà? Pour tout n dans n, pour tout n dans n. Il me semble qu'on a ça pour tout n dans n. De toute façon, on va vérifier. Pour n égale 0, ben oui, pour n égale 0, ça fait 1. Donc effectivement, le joueur est instantanément ruiné. Donc c'est juste pour P de 1, ben, du coup, ça ferait 1 moins A plus B, etc. Et donc nous, ce qu'on cherchait, en fait, on est à 2 doigts de conclure, mais on n'a pas encore conclu. En fait, maintenant, on va revenir. Maintenant qu'on a... Alors, j'explique. J'explique parce que on comprend pas. Ce qu'on voulait à l'origine, nous, c'est ça. C'est le fait que le jeu s'achève par la ruine de grand A. Et grand A, à l'origine, il avait petit a, pièce d'or. Il s'avère que pour les besoins de l'exercice, pour exploiter ma formule des probas totales, il a fallu que j'introduise une collection d'événements plus complexes. C'est le fait que A se ruine avec un capital différent. Et c'est ce capital différent qui m'a permis de tomber sur une suite récurrente linéaire d'ordre 2 et ensuite de pouvoir trouver une expression de Pn pour tout n. Mais finalement, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Moi, ce que je voulais à la base, j'étais venu pour PA. Donc j'ai complexifié le problème de manière à pouvoir tomber sur une suite récurrente linéaire d'ordre 2 et pouvoir avoir ce résultat. Mais ce qui m'intéresse, c'est PA. Donc si on veut résoudre l'exercice, il faut parler de PA. Donc je veux dire en particulier, et je veux même revenir aux notations de l'énoncé, enfin qu'on a introduites un peu plus tôt, en particulier, la probabilité que le joueur... Alors la probabilité de R, l'événement du tout début. Donc le R dont je vous parle ici, c'est le R qu'on avait introduit... Oh, pardon, ça fait mal aux yeux. C'est le R qu'on avait introduit à cet endroit-là. Le jeu s'achève par la ruine de A. Pour nous, avec nos notations, c'est aussi la probabilité de RA, c'est la nouvelle notation. Donc ça, c'était l'événement un peu plus complexe à un paramètre qu'on a été obligé d'introduire pour les besoins de l'énoncé. Pour nous, c'est notre PA, ici. Et en fait, PA, ça vaut, du coup, A plus B moins A sur A plus B. Donc c'est une réduction au même dénominateur. Et le N est devenu A. Et du coup, ça fait B sur A plus B. Et donc ça, c'est le résultat final de l'exercice, en fait. C'est la probabilité que le joueur A se ruine avec l'énoncé original, que je vais remettre, en fait, ici au tableau, de manière à ce qu'on puisse y voir quelque chose. Alors on va expliquer d'ailleurs ce résultat-là, mais on va d'abord se congratuler d'avoir réussi à survivre jusqu'ici. Et je vous invite d'ailleurs à poser des questions, il n'y a pas de problème. Très intéressant, Vince. Alors j'aurais mis quel que soit n dans n. Ouais, c'est très faux. Alors comment je m'en sors en fait? Parce que c'est des technicités finalement. Ah. Parce que t'as raison, en fait j'obtiens des probas négatives. Donc là il faudrait que je m'arrange en fait pour arriver... Enfin, il faudrait que je m'arrange pour ne pas écrire des probas négatives. Donc en fait ce qu'on pourrait faire, le truc propre à faire, encore une fois,
si vous êtes à deux doigts de ne pas comprendre ce que j'ai fait, je vais le réexpliquer. N'écoutez pas ce que je vais dire là, n'en tenez pas compte. Mais pour Vince, je vais expliquer comment je pourrais rendre cet exercice rigoureux. Ce que je pourrais faire, c'est que plutôt que de noter pour tout n Pn est égal à P de Rn, ce que je pourrais faire ici, c'est pas noter Pn égale P de Rn, c'est qu'en fait, je vais considérer une suite Pn qui est définie par ces premiers termes P0 égale 1, qui est définie... Alors, comment expliquer? Et qui vérifierait la relation de récurrence, en fait. Je pourrais noter, disons, la suite Pn, qui prend les mêmes valeurs que P de Rn pour n compris entre 0 et A plus B, et qui continue, d'accord, qui ne s'occupe pas du chapeau de la mémé, grosso modo, et qui, elle, vérifie Pn plus 2 moins 2Pn plus 1 plus Pn égale 0. Donc en fait, ça serait la suite étendue et qui n'aurait pas de sens, mais peu importe. Parce que moi, ça me permettrait de raisonner avec du n étoile, ça me permettrait ici de raisonner avec du n, ça me permettrait de raisonner avec du n, etc. Et donc du coup, j'aurais quand même ce truc-là qui serait vrai. Seulement, pour revenir aux probabilités, je n'aurai le droit que de l'appliquer pour un n qui est compris entre 0 et A plus B, qui est le capital total détenu par les deux joueurs, quoi. Ça serait ça qu'il faudrait faire, en fait. Donc il y a peut-être des petites imprécisions dans la rédaction, mais j'espère que j'ai l'essentiel. Voilà. Je vais faire un récapitulatif, les gens, et essayer de poser des questions pour bien comprendre. Si vous avez suivi jusque-là, ce serait dommage de vous arrêter à une compréhension partielle alors que vous pouvez poser des questions et que pour une fois, je pense que j'ai pas mal de temps pour y répondre. Je vous fais un récapitulatif complet de ce qui s'est passé et je vais l'agrémenter d'une explication du résultat. Je vais vous expliquer pourquoi il était logique de trouver B sur A plus B. Donc, qu'a-t-on fait? Alors, petite pause pour la gorge parce que ça va prendre un peu de temps. Ce qu'on a fait dans un premier temps pour résoudre cet exercice, c'est qu'on s'est demandé déjà comment on peut modéliser la situation d'une manière simple. Je l'ai fait avec des listes, dans un premier temps, donc ça décrit parfaitement l'expérience, et je me suis aperçu que finalement, dans un arbre, je pourrais caler des listes, bien sûr, mais je pourrais aussi me contenter de juste avoir le capital en tête du joueur grand A. Maintenant, je me retrouve, et là c'est Gabriel qui proposait de faire un arbre. Cet arbre, il est trop compliqué pour moi à gérer parce qu'il y a énormément de branches qui aboutissent à la ruine du joueur grand A. Donc je me dis, et là, ce n'est pas à connaître, ça peut être dans ma culture générale, mais je vais très souvent trouver, et c'était l'ami Mehdi qui me disait ça, il me disait souvent, on va retrouver la formule des probabilités totales, et je confirme. Donc ici, l'énoncé nous dirait, appliquer la formule des probabilités totales en distinguant les résultats possibles pour le premier jeu. Donc je le fais, et je me dis la probabilité que le jeu s'achève par la ruine de A, eh bien je dis que c'est cette formule-là qui vient de la formule des probabilités totales. Maintenant, c'est le premier passage délicat, je me dis c'est très bien, parce que P de G ça fait un demi, P de G bar ça fait un demi, mais je ne dispose pas de ces probas conditionnels, je ne les ai pas. Donc qu'est-ce que je peux faire? Et je me dis mais qu'est-ce que ça représente en fait, le fait que A se ruine, sachant qu'il a gagné la première partie? Mais je me dis ça correspond au fait qu'il se ruine tout en sachant que, à l'origine, il avait une pièce de plus. En fait, tout se passe comme si on recommençait l'expérience avec une pièce de plus. Et c'est peut-être là, en fait, que j'aurais pu noter, ici, donc je vais mettre des corrections, peut-être que là, j'aurais pu noter seulement pour tout n dans 0 A plus B, par exemple, pour parler de ce dont j'ai parlé à Vince. Mais bon, peu importe. Et donc, l'avantage, en fait, de dire tout se passe comme si l'expérience recommençait, c'est que je vais pouvoir interpréter ces probas conditionnels comme des vraies probabilités de ruine tout court, comme si c'était rien passé avant. Et c'est pour ça que j'introduis non pas l'événement A commence et le jeu s'achève par sa ruine, mais plutôt A possède initialement A pièces et le jeu s'achève tout de même par sa ruine. Et ça me permet d'interpréter les deux probas conditionnels qu'il y a ici comme des probas de ruine avec un capital de départ différent. Donc je relie ici 3 probabilités de ruine. La ruine de A avec petit a pièce, la ruine de A avec A plus une pièce initialement, et la ruine de A avec A moins une pièce. Donc j'ai complexifié le problème parce que désormais, j'ai pas une seule probabilité de ruine qui m'intéresse, mais 3 probas de ruine. Mais l'avantage très très grand, c'est que ces 3 probabilités de ruine sont reliées par une relation de récurrence linéaire double. Et donc, à quelques technicités près, j'introduis tranquillement ma suite récurrente linéaire double,
Je déroule le protocole qui me permet d'en trouver une expression explicite, donc c'est-à-dire que déjà, je cite l'équation caractéristique de la récurrence linéaire, je trouve qu'il n'y a qu'une seule racine, c'est le cas où delta égale 0, je fais mon truc, je me dis, mais comment je récupère les valeurs de lambda et mu? Est-ce que les termes initiaux fonctionnent? J'ai P0, oui, mais j'ai pas P1. Qu'est-ce que je peux faire? Heureusement pour moi, j'ai PA plus B, parce que ça correspond au cas où grand A possède toutes les pièces, donc il n'a aucune chance de se ruiner. 2 équations, 2 inconnues, c'est fantastique. Je trouve mon lambda qui vaut 1, et le mu qui vaut moins 1 sur A plus B. Et donc, j'ai la probabilité de ruine, en fait, pour tout le capital de départ possible du joueur grand A, de 0 pièce à A plus B pièce. Suite à quoi, en fait, la probabilité Pn n'est plus une probabilité, puisqu'on passerait dans les négatifs, si vous voulez. Et donc, je reviens ensuite, puisque désormais, j'ai la probabilité que le joueur A se ruine avec tous les capitaux possibles de départ. Eh bien, en fait, je l'applique avec n égale petit a, ce qui me donne B sur A plus B. Et pourquoi? Donc, la grande question du pourquoi, et je prendrai d'éventuelles questions après, c'est qu'en fait, si on réfléchit, c'est quoi B sur A plus B? En fait, A sur A plus B, c'est la fraction du capital que grand A détient au début. Et B sur A plus B, c'est la fraction du capital que le joueur grand B possède au début. Et donc, si ça, c'est la probabilité de ruine de A, en fait, c'est aussi la probabilité de gain de B. Et donc, en fait, on s'aperçoit que chaque joueur a autant de chances de gagner que la proportion du capital qu'il détient en main à l'origine. C'est-à-dire que finalement, si A, il a 3 pièces et que B a 10 pièces, eh bien A, il a 30% de chances de gagner et B, il a 70% de chances de gagner. Donc en fait, les résultats, ils sont hyper logiques et hyper intuitifs si on les voit comme ça. Et ça a été deviné d'ailleurs au tout début par un certain Magnus. Voilà. Oui, Gabriel, c'est en concours, donc il y aurait donc plusieurs questions pour nous guider, parce que le raisonnement personnel n'est pas demandé. Oui, effectivement, donc si je devais te découper ça, et je vais le faire, je dirais que la première question, ça serait déterminer P de 0 et P de A plus B, tu vois, très tranquille. Donc ça serait juste les cas de bord dont je vais me servir plus tard. Mais en fait, c'est juste de l'interprétation. Ça me permet de vérifier que les gens ont bien compris. En fait, la probabilité que le joueur se ruine, sachant qu'il n'a aucune pièce au départ ou qu'il a toutes les pièces au départ. Ensuite, on demanderait d'appliquer la formule des probas totales comme ça. Je pense que ça, c'est une question. Et en fait, on appliquerait tout de suite, non pas avec R, mais avec RA. Ensuite, on dirait en déduire cette relation-là. Donc le en déduire, en fait, tout le en déduire relèverait dans l'interprétation des flèches rouges que j'ai faites, de dire que cette conditionnelle équivaut à... C'est la même probabilité, parce que tout se passe comme si, il faut faire des belles phrases ici, que cette proba conditionnelle, c'est ça. Ensuite, là, ça serait moins guidé, parce que je dirais en déduire une expression explicite de P de Rn, parce qu'en fait, on est tous censés reconnaître une suite récurrente linéaire double, et donc là, c'est parti. Normalement, il y a 4 questions. On a calculé les termes initiaux au début, il y a 2 questions de proba, mais après, on n'est plus que sur des suites. Donc là, on déroule jusque là. Et ensuite, la cinquième question, ce serait conclure. Parce que finalement, il faut s'apercevoir que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Pn pour n quelconque, mais c'est seulement Pa, parce que c'est celle qui correspond à la probabilité de ruine dans l'état avec A pièces d'or pour grand A et B pièces d'or pour grand B. Donc, je dirais que ça fait à peu près 5 questions différentes qui seraient engendrées par un tel exercice et qu'on a fait émerger au fur et à mesure. Re-question de Gabriel. Donc, comment dans la formule des probas totales, la réussite de A peut le mener à la perte? Donc, je vais réexpliquer le truc des capitaux de départ. En fait, P de R, ça a changé. C'est la probabilité que le joueur A finisse par être ruiné, sachant qu'il a gagné la première partie. Mais c'est possible, ça, que ça arrive. Regarde ça, par exemple. Imagine au début, il y a 2 pièces pour chaque joueur. Ensuite, on imagine qu'il a gagné sa première partie, donc on est passé à 3-1, et après, il peut perdre les 3 suivantes. Il pourrait passer à 2-2, puis ensuite à 1-3, puis ensuite à 0-4. Donc, il aurait gagné sa première partie, mais il aurait fini par être ruiné. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que s'il gagne sa première partie, en fait, tout se passe comme si on commençait l'expérience à partir d'ici, sauf qu'il ne commence pas avec 2 pièces. Il commencerait avec 3 pièces. C'est ça le lien entre P de R, ça changeait, et P de R, sachant A plus 1. Et en fait, on aurait exactement le même phénomène ici. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on aurait pu passer, par exemple, à, disons,
1-3, comme ça. Donc il aurait perdu la première partie. Et ensuite, il pourrait se ruiner, par exemple, en faisant gagner, perdu, perdu. Mais en fait, tout se passe comme si, à partir de 1-3, on commençait, moi j'arrivais dans la salle à partir de ce moment-là, donc on est ici, j'ai oublié qu'ils ont commencé à 2-2, et en fait c'est la probabilité qui se ruine, sachant qu'il a une pièce de moins. Donc je dis que P de R, sachant G bar, c'est la probabilité qui se ruine, sachant qu'il a une pièce de moins. Tout se passe comme si, moi j'arrivais à ce moment-là. Tout se passe comme si, ça j'avais jamais vu que ça avait existé. C'est ça l'idée. Voilà. Réventir. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi P de A plus P de B égale 1, car le jeu pourrait être infini. Si A gagne une pièce, puis la perd, puis machin, gagne, perd, gagne, perd, gagne, perd. Et donc il y a Vince qui a répondu, la probabilité que le jeu dure N tours tend vers 0, lorsque N tend vers l'infini. Et donc effectivement, oui. En fait, t'as raison, Réventir, mais en fait, ce qu'on montre, enfin, je veux dire, intuition, tu peux dire ce cas-là existe, mais il va être finalement de plus en plus improbable. Et en fait, on voit que P de A plus P de B égale 1, on voit que le jeu se finit presque sûrement. En fait, le phénomène que tu décris, c'est comme si je te disais, je lance une pièce et je fais face, 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 face. Sauf que là, tu vois que c'est très, très, très improbable. Alors que là, c'est moins improbable. Alors, je pourrais essayer de te le dessiner parce qu'on est à 2 doigts des marches aléatoires, en fait. Tu vois, tu peux imaginer que là, il y a un bord. Imagine, il y a un bord ici. C'est 0, c'est la ruine de A. Et imagine que là, il y a un bord aussi. Là, c'est les maths pour l'amour des maths. Hein. Là, il y a A plus B. Comme ça. Et tu pourrais même faire un programme Python pour te gaver et pour le faire. Hein. Là, A, il commence avec ça. En fait, ce qui se passe, je peux faire un isomorphisme de cet exercice, c'est comme si grand A, il était bourré. Et en fait, il veut aller par là, mais il fait des pas vers la gauche et des pas vers la droite, alternativement, parce qu'en fait, il n'arrive pas à marcher droit. Et donc, ce qui se passe, c'est que, voilà, il va faire vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite, etc. Et donc, en fait, il fait des mouvements comme ça, assez erratiques. Donc, ça, c'est une marche aléatoire sur N hein, que je suis en train de faire. Et en fait, ce qu'on a démontré, c'est que presque sûrement, il va finir par taper un mur. Alors, je sais pas si ça te paraît intuitif ou pas, mais je veux dire, si on attend suffisamment longtemps, il va finir par taper un mur. Et donc, tu peux le faire. Je vais pas refaire le fiasco de Python cette fois, mais tu peux essayer de faire une simulation. C'est très simple. En fait, tu pars de 10, tu simules, tu fais plus 1, moins 1, en fait, à chaque fois. Donc, tu utilises un module random et tu vas voir que tu peux arrêter, tu fais une boucle while et tu dis tant qu'on est entre 0 et 20, tu continues, mais sinon, tu t'arrêtes. Ta boucle, elle s'arrête tout le temps, en fait, en pratique. Parce qu'il y a une trop grande instabilité, en fait. Il n'y a pas de phénomène qu'en fait il perd en énergie, d'accord. Au début, il fait un pas vers la gauche, un pas vers la droite, puis après il fait un 3/4 de pas, puis un demi-pas. Là, je pourrais me dire, ok, ça va rester contenu. Non, là, en fait, il y a trop d'amplitude, c'est trop chaotique. Le mouvement, il est chaotique. Et donc, on va forcément finir par taper un mur, si tu veux. J'espère que je t'ai pas perdu, mais c'est comme ça que je me représente la situation. C'est un peu l'idée.